À mes auditeurs, à mes téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce soir. Et comme vous avez vu dans nos affiches et dans nos communiqués, aujourd'hui, nous aurons la professeure Karine Ndjoko. Pour vous accompagner aujourd'hui, je ne serai pas seul comme d'habitude. Nous serons à deux pour commencer. On verra si les autres membres vont se joindre à nous un peu plus tard. Alors, je serai pour commencer avec Yves Cacha depuis Madrid, Espagne. Bonsoir Yves. Bonsoir Padre, bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir. Un plaisir. Voilà. Merci d'être là, Yves. Alors, comme je l'ai dit déjà de départ, notre invité aujourd'hui est la professeure Karine Ndjoko. Bonsoir, professeure Karine. Bonsoir à vous tous, bonsoir. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir encore aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que vous êtes avec nous. Donc, vous êtes une habituée du dialogue avec. Et c'est un grand plaisir puisque aujourd'hui, vous allez nous plonger encore dans le monde des sciences, de l'éducation et des jeunes. On va se concentrer surtout aujourd'hui sur ce thème donc, de l'éducation, de la science et de la jeunesse, puisque c'est votre domaine. Et Yves, des temps juste de saluer notre invité, Yves. Oui, je l'ai déjà fait. Bonsoir, madame. Un plaisir de vous revoir. Bonsoir. Bon, rappeler, ce n'est pas grave. Alors, voilà. Merci beaucoup, Yves. Alors, professeur Karine, pour commencer, comme vous êtes déjà une habituée, on ne va pas faire tous les parcours de vie, mais je voudrais quand même, au début, comme ça, que vous puissiez nous rappeler un peu, que vous puissiez nous parler de votre parcours scientifique et surtout, sommairement, votre parcours scientifique. Voilà, vous riez déjà puisque ça va sembler long, mais c'est quand même important pour nous remémorer comme ça et aussi nos téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, encore merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez ici de pouvoir parler voilà, de la science et des jeunes scientifiques congolais. Alors, mon parcours, voilà, c'est un parcours assez classique, pour moi en tout cas. Moi, j'aimerais commencer par le fait que je suis née dans une famille de filles. Nous sommes 5 filles dans la famille. Nous n'avons pas de garçons. Le seul garçon, donc, c'était notre feu papa qui est décédé. Et notre maman a épousé un homme très érudit qui a étudié chez les jésuites dans le Bandundu, donc à Kinzambi. Et c'était une jeune fille de 17 ans à peine, à l'époque, 17 ans. Et donc, elle était très impressionnée par ce monsieur qui était très érudit, qui parlait très bien le français, etc. Et elle était très discriminée par la famille de mon papa, qui lui reprochait de ne faire que des filles, comme si la génétique faisait que c'était sa responsabilité. Bref, elle a été extrêmement discriminée, extrêmement maltraitée. Mes grands-parents maternels ont voulu la sortir de ce mariage à plusieurs fois parce que c'était vraiment très, très dur pour elle. Et elle n'a trouvé de rémission que quand nous sommes venus en Europe. Parce que moi, je suis née au Congo. Toutes mes 4 sœurs sont nées au Congo. Il n'y a que la dernière qui est née en Europe. Donc, elle a trouvé vraiment sa place en Europe, loin de cette famille. Et pour elle, qui avait dû quitter l'école, elle avait dû quitter l'école. Donc, c'était très important pour elle, pour que ses filles aillent à l'école, qu'elles étudient. C'était une bataille. C'était vraiment sa bataille.
Également, la bataille aussi de mon père, parce que bon, voilà, lui, il était dans les études, donc c'est quelque chose qu'il connaissait, c'était plus ou moins acquis pour lui, mais pour notre maman, c'était une bataille. Alors, je peux vous dire, en tant que petite fille, je n'ai pas beaucoup joué. Je n'ai pas beaucoup joué parce qu'on devait beaucoup étudier. Alors, à la fin, je suis quand même très, très fière de dire qu'aujourd'hui, toutes mes sœurs sont allées à l'université. Nous sommes toutes allées à l'université. Et ça, c'est quand même extraordinaire de voir cette dame qui, elle, a dû arrêter ses études. Elle a fait des études d'infirmière après coup. Donc ça aussi, c'est extraordinaire. Déjà, avec 5 enfants, elle a fait des études, elle a recommencé des études d'infirmière qu'elle a réussi, etc. Et elle a travaillé après coup. Donc, nous avons étudié. Moi, j'ai choisi la chimie. Nous sommes les deux scientifiques avec ma grande sœur qui, elle, est médecin. Moi, j'ai choisi principalement la chimie parce que j'avais un professeur au lycée qui me passionnait, qui était vraiment un très bon professeur de chimie. Donc, j'étais passionnée par ce qu'il faisait, ce qu'il disait, et puis tout ce qu'il nous donnait comme matière. Et puis, d'un autre côté, c'était un choix assez cartésien aussi. Parce que en Suisse, donc nous avons évolué en Suisse. En Suisse, il y avait ma petite sœur, Bénédicte, que certains connaissent, qui est extrêmement brillante. C'est une... je trouve qu'elle est beaucoup plus brillante que moi. Elle a vraiment un esprit très brillant, très analytique, très, très brillant. Alors, elle a été discriminée à l'école. C'est-à-dire qu'elle avait un prof de français qui tenait des propos qu'on ne peut plus tenir aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, c'était des propos comme quoi les Noirs avaient un cerveau qui faisait que ces Noirs ne pouvaient pas analyser des textes et écrire des dissertations. C'était horrible. Donc, elle avait toujours des mauvaises notes en français parce qu'il lui donnait des mauvaises notes. Après coup, elle a fait des études de sciences politiques, d'anglais, de français, etc. Vous voyez? Et puis, elle écrit des livres, etc. Donc, voilà, bref. Et pour moi, petite fille, je voyais ça, je dis non, 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 non. Pour moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je veux aller dans une matière où si on dit 1 plus 1, c'est égal à 2. Personne ne va me contester là-dessus. C'était peut-être pas très courageux quand même aussi, parce que c'est plus courageux d'affronter la lutte, mais pour moi, c'était comme ça. J'ai dit, je veux faire des équations de chimie et on va pas me contester. Une équation de chimie, personne ne va la contester, ok? Donc, je vais faire ça. Donc, j'ai fait des études de chimie. Après, j'ai rejoint un groupe de recherche à l'Université de Lausanne dans les substances naturelles, c'est-à-dire l'étude des plantes médicinales. Et ça, c'est très intéressant pour moi parce que j'ai pu être connectée comme ça à différents groupes de recherche par le monde. J'ai beaucoup voyagé en Amérique latine, enfin en Asie, en Afrique, beaucoup en Afrique. J'ai fait beaucoup d'ateliers, de transfert de technologie en Afrique. Donc, j'ai plein d'amis, en fait, en Afrique scientifiques, chimistes et tout, et c'est très intéressant. Et donc, dans ce groupe de recherche, j'ai pu évoluer parce que dès la 2e année d'université de ma thèse de doctorat, j'ai pu m'occuper en fait du service analytique de ce groupe de recherche. Donc, j'étais déjà engagée, je faisais les deux en même temps. C'est-à-dire, j'étais salariée, hein. J'étais déjà salariée. Et puis en même temps, je faisais de la recherche, donc j'étais en contact avec les industries. C'était donner des solutions analytiques à des industries pharmaceutiques pour leurs produits, etc. Donc, j'ai collaboré comme ça avec beaucoup d'industries pharmaceutiques en Suisse déjà, mais aussi par le monde. Et puis, donc, j'ai fait de la recherche, j'écris des articles, j'ai donné des conférences. Donc, voilà, ça c'était mon monde. Parce que mon monde a changé en 2009. En 2009, j'ai été invitée à Kinshasa pour une conférence et un atelier dans le cadre d'un congrès africain des produits naturels. Et là, j'ai rencontré 2 professeurs, un Allemand et un Congolais, le professeur Virima Mudogo, que certains connaissent de l'université de Kinshasa, donc un chimiste. Et eux avaient commencé un programme de bourse, c'est-à-dire qu'ils donnaient des bourses à des étudiants congolais, c'est-à-dire qu'ils ont commencé avec 4 étudiants congolais à qui donner des bourses de leur poche
faut bien comprendre que c'était de leur poche. Dans l'objectif, en se disant, voilà, au Congo, il y a des problèmes de renouvellement du corps académique. Alors, il faudrait que ces jeunes puissent devenir professeurs comme nous. Alors, on leur donne la possibilité de le faire. Donc, ils leur donnaient des bourses. Et puis après, ils m'ont dit, mais tu veux pas venir travailler avec nous et tout ça. Bon, bref. J'ai été invitée en Allemagne pour donner une conférence chez Gerhard Bringmann et on a de nouveau discuté. Et puis, je rejoins l'aventure en 2009. Et là, je travaillais, ben voilà, le travail consistait vraiment à aller au Congo, recruter, évaluer et puis recruter des étudiants et puis donner des bourses. Et puis après, on a rencontré, j'ai un peu secoué le truc. Quand je suis arrivée, j'ai un peu secoué l'histoire parce que voilà, il y avait cette belle idée, mais ça restait à 4 bourses. Alors voilà. Alors, je dis, mais oui, mais pourquoi on doit faire des masters, il doit faire des doctorats, enfin bref, tout. Donc, j'ai un peu secoué l'histoire. Et en 2010, on a rencontré une fondation allemande de Munich. Ce sont des industriels qui sont impliqués qui ont des produits pharmaceutiques sur le marché, donc ça marche très bien, ils ont une fondation, et ils nous ont donné de l'argent. Au départ, c'était 300 000 euros, et puis après, on faisait du bon travail. Ça a commencé à 300 000 euros, après c'était 600 000 euros, et puis après c'était 1 million d'euros. Et aujourd'hui, cette fondation nous accompagne toujours, et on est à plus de 1 million d'euros, avec maintenant de 4 boursiers, on en est à 200. Wow. Voilà. Voilà. Professeur Karine, j'aime beaucoup pas la parole puisque là, déjà, vous êtes déjà dans d'autres dimensions, puisqu'avant, j'avais demandé un peu votre parcours scientifique. Mais c'est bon. Oui, là, je sens déjà que vous nous avez déjà fait entrer dans une autre dimension qui est très, très importante. Hein. On va y arriver. Et peut-être la première partie, Yves, je sais sa façon de procéder, il n'a pas soulevé la main, mais je le vois quand même sourire. Et quand vous parliez encore de la composition de la famille, il n'y avait que des filles, ainsi de suite. Voilà, je ne sais pas s'il a une question, sinon nous pouvons passer maintenant à cette dimension de bourse, puisque ça, c'est quand même une dimension importante qui vous concerne et qui est une dimension très importante. Yves, une petite curiosité ou quoi, ou on avance? Donc, sur les 5, il n'y a que 2 qui sont scientifiques. Oui, bon, il y a les autres sciences. Hein. Il y a une médecin, donc après c'est moi. Et puis il y a Bénédicte qui est historienne. Et puis il y a les 2 petites qui sont avocates. Et maman qui est scientifique puisqu'elle est infirmière. Elle, c'est maman. On a parlé des filles. Mais c'est la fille de la famille aussi. Ouais. Bon. C'est la maman. C'est la 6e. Ouais. Alors, professeur Karine, je voudrais d'abord un peu, puisque je suis un peu confus, quand je vois sur votre statut, disons, la bio de votre profil Twitter, et je vois 2 choses et je voudrais quand même, dès le départ, avant qu'on entre en profondeur sur le programme de bourse, savoir la distinction, puisqu'il y a d'un côté, vous êtes directrice de Excellence Programme, mais il y a aussi BBOOK Scholarship Programme. Quelle est en fait la différence entre les deux? Oui, merci. C'est-à-dire que, bon, comme j'ai dit, j'étais rentrée dans cette aventure de bourse. En 2012, voilà, le projet avait tellement grandi que j'avais cette charge de recherche à l'Université de Genève, la famille, le programme de bourse. J'ai décidé, parce que ça me passionnait, parce que je crois en ce que je fais et je crois au potentiel des scientifiques congolais et des jeunes. J'ai décidé de réduire mes activités à Genève. J'avais encore un cours au niveau de l'école doctorale, mais après j'ai laissé tomber parce que je n'y arrivais plus.
Et en 2012, j'ai décidé de m'engager totalement pour le programme de bourse et d'être la directrice de ce programme d'excellence qui s'appelle BEBOK parce que ça s'appelle Bourse d'excellence Brinkmann aux universités congolaises. Brinkmann, donc, c'est le professeur Gerhard Brinkmann qui est l'initiateur, en fait, avec le professeur Virima Mudogo du programme de bourse. Donc, c'est un programme d'excellence appelé au nom du professeur Brinkmann. Donc, voilà. Donc, je suis la directrice de ce programme-là. En même temps, en 2015, il y avait eu, non, 2013, il y avait un programme de la Banque mondiale pour intégrer les scientifiques ou les Congolais qui évoluaient dans des universités à l'extérieur, de les intégrer dans les universités congolaises pour venir justement en appui au niveau du manque d'enseignants dans les universités congolaises. Ça, c'était porté par l'ambassade du Congo en Belgique. Et puis, j'avais envoyé mon dossier. Voilà, un ami m'avait dit, ben voilà, il y a ça, envoie ton dossier. J'ai envoyé mon dossier, j'avais un peu oublié. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu un arrêté ministériel. Hop, voilà. Vous êtes nommé professeur à l'université de Lubumbashi. Donc, voilà, j'étais là, OK. Comment je vais faire tout ça entre Genève, le programme de bourse, etc. Donc, j'avais déjà été nommée en 2013, mais j'ai commencé seulement à enseigner en 2015. Justement, je devais dégager du temps, m'organiser, etc. Donc, j'ai commencé à enseigner aussi à l'université de Lubumbashi depuis 2015. Oui, alors pour revenir, je reviens un peu à ma question rapidement. Ça veut dire que Excellence Programme et BEBOK Scholarship Programme, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc, je vais changer parce que si vous êtes dans la confusion, je vais changer ça. Oui, puisque moi, j'avais des doutes. J'ai dit, bon, il y a des choses. Bon, donc, c'est pareil. Alors, une question un peu pour relancer toujours cette activité. Qu'est-ce qui vous a amené d'abord à faire ce que vous faites aujourd'hui, de laisser, vous venez de dire ça, vous avez laissé ce que vous aviez fait, et vous êtes nommé professeur à l'université de Lubumbashi, et vous vous dégagez, et vous laissez les conforts, comme on peut dire, de Suisse et de l'Europe, et vous allez enseigner à Lubumbashi, et vous vous engagez un peu plus plutôt pour promouvoir l'avenir des universités et des jeunes. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Oui, effectivement, hein, je veux dire, comme j'ai expliqué, donc depuis ma deuxième année de thèse, je gagnais de l'argent. Hein. J'ai gagné de l'argent. De l'argent avec un poste à l'État, donc l'université, l'État, Suisse, bon salaire. Hein, oui, ce n'est pas des francs. Hein. Ce ne sont pas des francs. Très bon salaire. Après, quand j'ai eu ma thèse, ben voilà, donc là, j'étais vraiment engagée à plein temps. Donc, j'avais un très bon salaire, etc., etc. À un moment donné, je pense que il y a des moments de vie où il faut prendre certaines décisions. À l'université de Genève, il y avait mon chef qui est parti à la retraite. Donc, c'était quelqu'un avec qui je m'entendais très, très bien, qui avait une grande connexion aussi avec les universités africaines. Donc, moi, ça me parlait. On avait beaucoup d'Africains qui venaient pour soit des thèses de doctorat, des stages, etc. Donc, c'est des gens que j'ai pu aussi accompagner. C'est des gens avec qui j'ai gardé des contacts jusqu'à présent. Je vois leur parcours, des Camerounais, des Ivoiriens, des Égyptiens, des Marocains. Donc, c'était vraiment très passionnant. Et quand lui est parti, il y a une autre personne qui est venue à la tête du laboratoire. Et puis, c'était une personne qui n'était pas du tout connectée avec l'Afrique. Donc là, ça me parlait un peu moins. C'est-à-dire que je n'étais plus dans mon environnement où voilà, j'étais en connexion avec mon continent. Et puis l'université de Genève, voilà, ici, il y a une grande chance. C'est-à-dire que la Suisse investit beaucoup pour la recherche. C'est un pays où il n'y a pas de minerais, il n'y a pas de ressources naturelles, à part l'eau, parce qu'il y a des glaciers, etc. Voilà. Et des banques aussi. Il y a les banques.
Mais les banques, c'est pas ça vraiment qui fait tourner la Suisse. Hein. C'est vraiment l'histoire qu'on voit à l'extérieur, mais c'est pas ça qui fait tourner vraiment la Suisse. C'est très peu d'emplois, les banques. Mais voilà, 75% de montagnes, donc pas de ressources naturelles, de l'eau. Donc, ils ont beaucoup investi dans la recherche, dans l'éducation. Donc, en même temps, les universités sont riches. Et dans mon labo, c'est un laboratoire qui était riche. Il y avait beaucoup d'argent. On générait beaucoup d'argent parce que, justement, moi aussi, je générais de l'argent parce que comme j'étais en contact avec les industries qui demandaient des services, etc., ils payaient, donc on avait de l'argent. Donc, en même temps, les étudiants sont un peu gâtés, c'est-à-dire que il y en a, on ne savait pas pourquoi ils faisaient des analyses, on ne savait pas pourquoi ils faisaient une thèse de doctorat. C'était comme si c'était une continuité. Et voilà. Donc, mais avec les Congolais, je voyais cette rage de vouloir avancer, de vouloir réussir. Ils prenaient les opportunités et c'était ça. On s'accroche à ça et on avance et on se donne à fond. Très motivant pour quelqu'un qui donne aussi comme moi. Vous voyez? Donc, ça me parlait plus. Je dis, mais en fait, je suis plus en connexion avec les étudiants au Congo que les étudiants ici. Donc, ça me parle plus. À un moment donné, il faut faire un choix. Comme je pouvais, oui, voilà, mes absences aussi au laboratoire à Genève, ben voilà, il fallait composer avec. Donc, je fais ce choix qui n'était pas facile, mais c'était aussi un choix familial avec mon mari, avec tout le monde. Ma mère a beaucoup crié, tout le monde a crié, t'es folle. T'es totalement folle, c'est pas sur le Congo, etc. Mais j'ai fait un choix et je ne le regrette absolument pas. Voilà. Alors je vois que Yves, je crois qu'il a une question avant de vous donner la parole. Yves. Oui, Madame Karine. Oui. Moi, j'ai fait mes études en Espagne et je voulais savoir un peu, avec votre histoire en Suisse, est-ce que disons, moi j'ai ressenti ça parce que j'étais le seul noir dans ma promotion et nous n'étions que deux noirs à l'université, à l'école des mines. Et je voulais savoir un peu si vous aviez senti être comme un peu cette île dans un océan. Vous êtes les seuls, vous êtes la seule, ou bien vous êtes l'unique. Et c'était une espèce de motivation. Et la deuxième, disons, la question que je voulais poser, c'était est-ce que quand vous avez cessé d'être avec votre premier encadreur, quand vous avez dit qu'il y a eu une espèce de breaking point, est-ce que le fait que vous soyez aussi en contact avec l'Afrique vous a beaucoup plus incité, vous basant sur votre expérience en Suisse, à aller travailler au Congo? Oui, ok, merci. Ah oui, mais moi j'ai toujours été seule. Hein. J'étais la noire qu'on voyait dans l'auditoire. 45 heures de cours chaque semaine avec les TP, nanana. Des fois, je me disais, mais j'ai envie de dormir, j'ai pas envie d'aller forcément au cours, mais si j'allais pas au cours, on allait le voir tout de suite parce que j'étais la seule noire. Oui, j'ai toujours été seule. Seule noire. Je vous comprends parfaitement. Et puis même seule congolaise, je dirais. Parce qu'après, j'ai trouvé, j'avais d'autres amis qui étaient en mathématiques, des Sénégalais, des Togolais, etc. Mais seule congolaise. Et puis quand j'allais en congrès, on me demandait, vous venez d'où? Je dis, enfin, je disais toujours deviner, mais jamais on disait que j'étais congolaise. Jamais. Parce que c'est dans l'imaginaire des gens. On ne peut pas imaginer une Congolaise scientifique. C'est ça. Et c'était assez choquant. Donc, c'est ça aussi qui m'a motivée d'un autre côté à me dire, ben voilà, mais il faut qu'on soit plus que ça. Il y en a des Congolais scientifiques, mais ils sont où? Il faut qu'on les voie. Ça m'a motivée. Parce qu'effectivement, j'ai évolué toujours un petit peu seule. Et puis en plus, moi, j'ai fait de la chimie analytique. Donc, c'est quand même des gros appareils, la résonance magnétique nucléaire, la spectrométrie de masse. Et puis là, c'était un monde très masculin.
Je veux dire, dans les congrès, quand j'allais dans les congrès, avec mon chef, on me disait, oui, est-ce que c'est la petite amie du chef ou c'est la secrétaire? Non, mais vraiment, hein. C'était ça. Je comprends. Je comprends. Une fois, j'ai eu un prix de la Société suisse de chimie. On était en congrès. J'ai eu le prix de la Société suisse de chimie. Même les Noirs qui étaient là, il y avait 2 Noirs, je me souviens. Ils sont venus vers moi. Ils m'ont dit, mais vous venez d'où? Vous êtes sénégalaise? J'ai dit, non, je suis congolaise. Voilà. OK. Merci beaucoup, madame. Oui, Yves, il y avait une deuxième question d'abord. Yves, c'est ça, hein? Tu avais des questions ou bien on a... J'avais une deuxième question, mais bon, parlons de la bourse. Vous avez dit que ça a pris un certain temps avant que vous n'arriviez au million et aux 200 boursiers que vous avez. C'est ça, non? Je voulais savoir combien de temps ça a pris. Combien de temps ça a pris pour que vous quittiez l'état embryonnaire à l'état actuel? C'est une belle expérience que je peux partager parce que je vois toujours des gens qui veulent, c'est bien, qui veulent commencer des choses, mais qui pensent très grand tout de suite. Je veux dire, les choses, il faut les construire. Il faut acquérir de l'expérience, il faut voilà, emmagasiner de l'expérience, changer les pratiques, etc. et grandir petit à petit. Nous, on a vraiment grandi petit à petit parce qu'au départ, ben, voilà, la bourse était à l'université de Kinshasa. Après, en 2000, ça c'était 2010, qu'on avait les 300 000 euros. Après, on a eu pour 3 ans le fonds, ça veut dire 2013. 2013, on a ouvert à l'université catholique du Graben, donc on est allé à l'Est. Après, ça c'est 2013. Après 2016, on a ouvert, ça c'était Bukavu Goma, l'université ULPGL, après UOB et UCB. Après, c'était Mbujima, UOM. Donc, je pense que ça a pris environ, je dirais, 6 ans. Ça a pris 6 ans. OK. Ouais. Merci beaucoup, bravo. Yves. Merci pour la question. Alors, il y a le membre de l'équipe, la présentatrice qui n'est pas avec nous aujourd'hui, sauf si elle arrive à nous joindre après. C'est Patricia qui envoie des salutations. Bonsoir l'équipe du Dialogue avec et Madame Karine. Merci beaucoup Patricia, j'espère que voilà, elle nous manque aujourd'hui, on ne sait pas si elle pourra même arriver en dernière minute puisqu'elle a une obligation, une urgence qui était programmée d'avance, mais elle a dit qu'elle pourrait toujours, si elle arrive à temps, elle pourrait se joindre à nous. Merci beaucoup Patricia et nous te saluons aussi, espérons que si pas un peu plus tard ou bien prochainement, tu seras avec nous. Alors, Madame Karine, j'enchaîne un peu avec l'idée déjà de Yves, qui est entré déjà un peu dans l'évolution du travail que vous faites. Est-ce que aujourd'hui, vous voyez un peu déjà ce que vous avez fait? Bon, j'essaie de ne pas mettre l'accent sur les chiffres, puisque quand vous parlez facilement de 300 000 pour commencer, aujourd'hui déjà millions, peut-être les gens qui nous suivent, ils vont dire, mais elle se moque de nous ou quoi, puisqu'elle parle de gros chiffres que nous, on ne peut même pas voir. Des gens qui cherchent des initiatives pareilles n'arrivent même pas à avoir 150 000 pour aller de l'avant. Elle, déjà, c'est 300 000 pour on a commencé avec rien. On a commencé avec 3 000 $. C'est ça ce que les gens ne peuvent pas. Oui, comme vous avez dit au départ, vous êtes dans un pays, puisque les gens, quand on parle de Suisse, même moi, je vous ai lancé ça déjà, quand on parle de Suisse, on voit les banques. Alors, vous venez de dire que non, c'est aussi la tête et l'intelligence, puisque voilà, et les gens qui ont déjà été en Suisse, et moi, je suis passé là plus d'une fois,
on voit beaucoup de belles collines, montagnes, ainsi de suite, des beaux paysages. Et j'ai dit toujours aux gens, quand on arrive en Suisse, c'est comme si même on balayait la forêt, c'est très propre. Oui, oui, donc on ignore que la Suisse investit plutôt dans des recherches, comme vous venez de dire. Alors, est-ce qu'on peut dire que vos efforts pour remédier, par exemple, puisque c'est un de vos objectifs, remédier au renouvellement du corps professoral en République démocratique du Congo, ça porte déjà des fruits ou bien c'est encore en maturité? Oui, merci beaucoup pour la question. Ce que je voulais dire, chercher l'argent, c'est pas facile. Hein. Là, je parle comme ça de tous ces chiffres, mais c'est facile. Chaque année, on doit justifier les résultats qu'on obtient. Chaque année, la redevabilité. On doit écrire des projets, motiver, convaincre pour qu'on nous redonne de l'argent. Maintenant, ça devient même beaucoup plus compliqué parce que, bon, après Covid, c'est devenu compliqué. L'Europe investit maintenant aussi pour des initiatives au niveau local, pour la guerre en Ukraine, les Ukrainiens, etc. Donc, je veux dire, aujourd'hui, nous aussi, nous avons eu une réduction de financement. Hein. Bon, on a toujours du financement, mais pas à la hauteur de ce que nous avions avant. Donc, on est aussi en train de diversifier maintenant et puis de chercher d'autres bailleurs de fonds. Mais c'est une bataille constante. Encore la semaine passée, je ne savais pas si on avait le renouvellement du fonds. Alors, on vient de l'avoir, mais c'est réduit. Mais on a encore du financement. Donc, on peut être, oui, reconnaissant, mais c'est une bataille constante. C'est vraiment constant. Puis, notre argent ne vient pas principalement de la Suisse, hein, ça vient de l'Allemagne. Parce que, bon, il y a ce professeur Brinkmann, il y a les contacts, etc. L'argent vient surtout de l'Allemagne. Après, on a aussi des sponsors privés, c'est-à-dire des personnes privées, moi-même, mes sœurs, je les sollicite beaucoup, mes sœurs qui donnent de l'argent à un étudiant congolais pour poursuivre ses études. Là, on a aussi des sponsors privés. Donc, à tous les auditeurs, si vous voulez devenir sponsor privé, vous êtes les bienvenus. Oui, oui, alors ma question principale, ça ne concernait pas tant l'argent, mais plutôt cet effort que vous faites, non, pour essayer de renouveler le corps professoral. Est-ce que cet effort commence déjà à porter des fruits ou bien c'est encore en maturation? Non, non, du tout, parce que là, on est vraiment dans la phase ascendante maintenant, je dirais. Parce qu'en fait, ce que les gens ne voient pas, c'est toute une construction. Alors, aujourd'hui, moi, j'en parle aussi un peu plus parce que pendant des années, je pense qu'on ne m'a pas vu sur les réseaux. On ne m'a pas vu. Je pense que ça fait peut-être 5 ans maintenant que je suis vraiment sur les réseaux parce que, bon, je n'avais pas grand-chose à montrer. Mais aujourd'hui, on a des choses à montrer. C'est-à-dire que c'est une construction qui est longue. C'est ça aussi, les gens, il faut bien comprendre. C'est que ces jeunes, ils sont recrutés en 2e année d'université. Il y en a même qui sont recrutés à l'école secondaire. Donc, c'est tout un parcours depuis 2009 pour arriver au doctorat, devenir professeur. Donc, c'est tout un parcours. Ça demande ce parcours-là parce qu'on forme aussi la tête, on forme le cœur, la tête. On ne forme pas seulement des gens excellents en sciences avec des bonnes notes, etc., etc. Mais on forme la tête qui doit s'encadrer avec le contexte congolais, avec les défis congolais. C'est ça ce que nous voulons. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de dire qu'on a déjà 26 professeurs qui sont nommés dans les universités congolaises, qui évoluent dans les universités congolaises. Donc, je peux ici aujourd'hui donner des noms, parce que les gens vont dire oui, ben non, je peux donner des noms. Et puis, les étudiants qui les connaissent peuvent en parler. Vous pouvez aller voir le professeur Hippolyte Mavoko, qui est à l'UNIKIN, faculté de médecine, en maladie parasitaire tropicale. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a plus de 1 million de fonds de recherche au Congo. C'est-à-dire que… 1 million d'euros. Oui, oui. Il écrit des projets de recherche, il obtient de l'argent, il peut mener des recherches, il forme des doctorants, il forme des masters. Voilà, c'est ce que nous voulions, renouvellement du corps académique, c'est ça. Donc, il y a lui. Il y a la professeure Vivi Maketa,
qui a aussi beaucoup de fonds de recherche. C'est une personne que j'ai accompagnée pour le prix Bayer, de la firme Bayer allemande, d'excellence en sciences. Donc, elle l'a eu. C'est moi qui ai écrit le plaidoyer. Donc, elle a eu ce prix d'excellence en sciences. On était en Allemagne avec elle. Elle est venue depuis du Congo. Elle est venue en Allemagne pour la cérémonie chez Bayer et tout ça. Leverkusen, si les gens connaissent FC Bayer. Bayern, on était là-bas avec d'autres boursiers. C'était vraiment une fierté, quoi. Et elle était là. On voyait Université de Kinshasa et il y avait d'autres qui ont reçu le prix. C'était Université de Princeton. Donc, Université de Kinshasa, Université de Princeton. Donc, incroyable. Donc, il y a Vivi Maketa que les étudiants connaissent. Il y a le prof Christian Kanga en pharmacie, par exemple. Il y a Séverin Mouissa à Bukavu, pharmacie. Il y a la professeure Tania Bichola que vous avez reçue dans votre émission. Voilà. Il y a Tania Bichola. Il y a Dave Ebengo qui est à l'université de Kikwit. Il y a Freddy Bangelesa qui est incroyable. Il est en faculté de santé publique à l'université de Kinshasa, qui est une super faculté, hein, qui fonctionne super bien. Vraiment bien. Ils ont des fonds de recherche, ils forment les gens, non, mais ils ont des collaborations avec Harvard, ça fait très bien. Donc voilà, ça c'est juste quelques-uns. On en a 26. Et puis, il y a d'autres qui viennent, parce que sur le pipeline, maintenant, il y en a qui ont introduit leur dossier, mais qui n'ont pas encore de nomination. Il y a Doudou Makutu, qui est un géologue de l'université de Kinshasa, qui a fait ses études en Corée du Sud. Il y a qui encore? Il y a Ephraim Akilimali à l'université de Bukavu, qui est en économie, qui attend son dossier. Il y a Ange Ilangala-Boka de pharmacie, Université de Kinshasa, qui attend son dossier. Vous voyez, on a 26, mais on a déjà, j'ai nommé que les 3. Ouais, il y a les 3 qui sont déjà dans le pipeline et qui attendent maintenant pour être nommés. Et puis, on a les thésards, ceux qui ont fini, qui viennent de finir. On en a plusieurs qui viennent de finir. Il y a Jordi Dinga, qui est un chimiste fantastique, qui a fini à l'université de Cape Town, en Afrique du Sud, qui est là, qui fait de la chimie industrielle, donc incroyable. On a Steve Kitoga, qui est aussi un géologue de Bukavu. Voilà. Donc, on en a quelques-uns qui ont déjà fini. On en a 46 qui sont encore en thèse de doctorat maintenant, actuellement. On en a 27 qui sont en master. Et il y a le reste qui sont en licence. Il y en a qui vont commencer des masters, etc. Je suis très fière de dire que ces enfants qu'on a pris aussi à l'école secondaire, par exemple, on a commencé les écoles secondaires parce qu'on voulait recruter des filles. On n'avait pas assez de filles. On voulait recruter des filles à la base et les emmener comme ça, les former la tête, former les connexions, qu'elles voient les grandes qui évoluent et puis que, voilà, que ça leur donne tout un environnement favorable pour qu'elles puissent évoluer. Et ça marche très bien. Alors aujourd'hui, on en a une jeune qui termine un master en physique en Allemagne. Il y en a une petite que j'adore qui a commencé les mathématiques à l'université de Lubumbashi et aujourd'hui qui fait une thèse de doctorat à Lehigh University aux États-Unis, qui fait partie quand même des meilleures universités des États-Unis. Voilà, j'en ai plein. Ah oui, alors… on est vraiment dans cette phase ascendante où maintenant on voit les résultats. Les résultats. Donc, de 2009, aujourd'hui nous sommes en 2025, c'est presque déjà une dizaine d'années et on a puisque formé comme ça déjà une vingtaine de professeurs. C'est quand même… c'est positif, hein, ça marche. Félicitations déjà pour ça. C'est-à-dire que jusqu'en 2000, si on continue ce projet jusqu'en 2050, si on forme, on aura formé, si on continue sur cette lancée, on a fait des projections, on aura peut-être formé 20 000 docteurs en thèse.
Alors, j'ai vu Yves. Yves, je vais te laisser la parole parce que j'ai vu que tu voulais intervenir. Ce qui m'a frappé un peu quand vous avez cité les deux premiers professeurs, c'est comme si c'est l'effet boule de neige. C'est qu'ils essaient aussi de faire ce que vous êtes en train de faire, donc avec suffisamment d'argent pour essayer de former encore les autres jeunes. Donc, c'est positif. Donc, là, on peut dire des boucles qui se démultiplient alors. Oui, l'effet multiplicateur, c'est ce que nous voulions, c'est-à-dire que contribuer à la relève académique, que les universités congolaises puissent avoir des professeurs dynamiques qui emmènent de l'argent de recherche et qui forment d'autres. C'est ça. C'est-à-dire que ce soit des gens qui vont après eux-mêmes continuer dans l'académie, peut-être, mais que ce soit aussi des travailleurs avec des nouvelles connaissances et des travailleurs qui vont attaquer les défis d'aujourd'hui, les défis que la RDC rencontre. C'est ça ce que dit. C'est-à-dire que c'est dynamiser aussi l'enseignement pour apporter des nouvelles connaissances. C'est ça. Oui. J'ai une autre question, mais je laisse d'abord la parole à Yves. Yves. Oui, oui, Madame Karine. En tout cas, félicitations et chapeau bas pour tout ce que vous faites. C'est vraiment une source d'inspiration. Et le padre n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais ce que vous avez comme expérience, en tout cas, on doit se nourrir auprès de vous avec Patricia pour le projet que nous avons. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Mais ma question, la première, elle est celle-ci. On sait que travailler au Congo, c'est pas évident. Quand on forme, moi, j'ai fait mes études ici, mais j'ai fait aussi mon master ici. Et quand on compare un peu le système d'enseignement en Occident et le système d'enseignement au Congo, il y a un déclic. Et on sait très bien que il est difficile de nettoyer les habitudes, surtout dans des milieux aussi, je ne dirais pas syndiqués, mais où il y a une espèce de, comment on appelle ça encore, de fraternité ou de... Fraternité dans le mal. Bon, bref. Pas dans le mal, non, je dirais plutôt une espèce de conservatisme, oui, où les gens ne sont pas ouverts au modernisme. Alors, je voulais vous poser la question de savoir, les jeunes professeurs que vous formez, est-ce que vous les aidez de façon d'enseigner qu'ils apprennent à l'étranger, et surtout en Occident, chez nous au Congo? Je donne un exemple, par exemple, les histoires des syllabus. Je vois très mal une personne qui est surtout devenir professeur et continuer avec le modèle de syllabus comme il y a. Oui, c'est un défi. Hein. Ben, moi, j'enseigne, hein. Donc je connais la maison de l'intérieur. Je connais la maison de l'intérieur. Donc c'est ce qui me permet aussi de pouvoir orienter ces jeunes de façon très exacte. Donc je connais la maison de l'intérieur. Donc j'ai des collègues avec qui j'interagis. Ces derniers temps, je suis pas, en tout cas cette année, je suis pas allée à Lubumbashi parce que j'ai quelques problèmes de santé que je dois régler pour vraiment être au top. Donc j'ai des collègues. Je peux vous dire, moi quand je suis arrivée, j'avais mon ordinateur. Hein, je vais donner mon cours, je vais projeter. J'ai mon laser pointer. Okay. Et puis, on m'a dit, toi, tu ne donnes pas le cours au tableau avec la craie. C'est comme si tu donnais une conférence. J'ai dit, je m'excuse, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on projette. On a même des tableaux où on écrit dessus. On projette, on écrit. C'est quoi? Non, j'ai dit non. C'est comme ça que je vais le faire. Et c'est tout.
Donc, on va changer, je vais projeter et on va pouvoir suivre le cours comme ça. Donc, ça c'est ma petite expérience. Après, on m'a dit, oui, tu n'as pas de syllabus. OK, j'ai fait un syllabus. Un syllabus, en fait, il faut le voir comme un support de cours. Nos étudiants n'ont pas de connexion Internet. Nous, dans notre programme de bourse, il faut savoir qu'on a mis en place des salles avec des connexions Internet. Donc, c'est des choses aussi qui nous coûtent de l'argent, mais on a essayé vraiment de baliser différentes choses pour donner le plus de moyens à ces jeunes de pouvoir avancer. Donc, on a des salles Internet connectées avec une connexion qu'on paye à l'année, des modems, etc. Mais nos étudiants, moi, je vois mes étudiants, des fois, ils n'ont même pas de smartphone, hein. Ils n'ont pas de smartphone. Donc, ils ne peuvent pas aller regarder les choses. Ils ne peuvent pas avoir de l'information scientifique tirée d'Internet. Donc, les syllabus, c'est un support de cours. Donc, c'est un support de cours qui les aide. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Après, il y avait toutes ces histoires de vente de syllabus où les gens vendaient le syllabus. Si tu n'achètes pas le syllabus, tu ne passes pas l'examen. Enfin, bref, ça je crois qu'on a banni ça maintenant. Donc, c'est quelque chose que les étudiants eux-mêmes doivent dénoncer. S'il y a un prof, un assistant qui vous demande de l'argent pour les syllabus, il faut le dénoncer. Je le dis en tant que professeur, il faut le dénoncer parce que ça c'est maintenant rentré dans la loi qu'on ne vend plus les syllabus. Voilà. Donc, après la confrontation avec les aînés, les anciens, alors, je veux dire, il ne faut pas non plus arriver, c'est ça aussi un peu l'erreur de nos jeunes, bon, c'est la jeunesse, etc. On a étudié à l'étranger, alors peut-être que nos jeunes aussi, des fois, ils sont un petit peu arrogants parce qu'on a étudié à l'étranger. On arrive au... Oui, non, mais voilà. Alors, ils sont un peu arrogants, on va révolutionner tout ça, on va tout changer. Il faut avoir le respect des anciens et il faut y aller doucement. Il faut être très diplomate. Il faut les inclure dans vos projets, emmener les changements petit à petit et leur montrer le bénéfice du changement. Je veux dire, c'est quand même, ce sont des collègues, ce sont des scientifiques, ce sont des universitaires, donc ils comprennent le mécanisme de changement, mais il doit être, voilà, ça prend du temps, il faut avoir de la diplomatie, mais on y arrive, on pose les choses. Moi, je pose les choses doucement, je les pose et puis je dis voilà, on va faire ci, on va changer ça, etc. Voilà, on va aller plutôt dans cette direction. À Lubumbashi, on a changé maintenant tout le curricula de chimie. Ben voilà, j'ai apporté des choses, les collègues ont apporté des choses, on a changé les choses. Mais c'est petit à petit. Et je veux dire, la compétition, elle est partout. Il ne faut pas croire que c'est seulement au Congo. Un prof plus âgé, il a de la concurrence quand il voit un jeune arriver. Dynamique, qui veut changer les choses, c'est de la concurrence. C'est aussi ici, c'est aussi en Europe, c'est partout. Donc, il faut trouver sa place, il faut faire sa place, sans arrogance, diplomatie, changement petit à petit, il faut trouver sa place. Mais il ne faut pas croire que c'est seulement au Congo, c'est partout, c'est comme ça. Quand un jeune arrive, qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup de... Même moi, je le vois dans le programme de bourse. Il y a des jeunes où je disais, non, tu dois faire plutôt comme ça. Non, moi, je pense que je vais faire plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Ok, vas-y, fais ton expérience et puis après, on verra. Et quand il était contre le mur, après, j'ai dit, ben voilà. C'est comme les enfants. J'ai dit, ben voilà, tu as fait ton expérience, maintenant, on peut revenir en arrière et puis faire autrement. Et en fait, nous, on a aussi réfléchi aussi à ce problème-là, c'est-à-dire que ces jeunes ne sont pas seuls, parce que le changement, dans un milieu où ils ont leur pratique, il faut dire, leur façon de faire, etc., tu ne peux pas être seul et puis dire, je vais changer tout. Non, il faut que tu sois soutenu. Donc, nous, on essaye aussi dans chaque département
groupe de recherche, faculté, d'avoir des clusters. C'est-à-dire que quand on va recruter ces jeunes pour le programme de bourse, on ne va pas en recruter qu'un quelque part. On va essayer de recruter 2 ou 3. Comme ça, il est entouré des gens qui ont la même façon de réfléchir que lui, la même façon de faire que lui. Il va se sentir beaucoup plus fort. Et puis, avec ce groupe, voilà, on va commencer à changer un peu les choses. Non, je vous comprends parfaitement. Et madame, vous avez parlé dans votre exposé au début que des entreprises comme Bayern vous aidaient dans la consolidation de votre programme de bourse. Maintenant, au vu de vos résultats, des entreprises comme Tenke Fungurum et compagnie ne vous assistent pas dans vos bourses? Il n'y a pas d'entreprise locale qui le fasse? Alors, bonne question. Je mets la lumière. Oh, j'adorais avoir l'implication du secteur privé. Alors, nos boursiers, hein, comme j'ai dit, bon, ils évoluent dans les universités, mais pas qu'à l'université. Il y en a aussi qui ne continuent pas. Hein. Et puis, des fois, ils s'arrêtent au master et puis ils vont travailler dans des entreprises. Hein. Ils vont travailler dans des entreprises. On en a quelques-uns comme ça et ils sont très appréciés dans les entreprises, vraiment. J'en ai 2 ou 3 dans les mines. Donc, ils ont fait la connexion avec les miniers. Oh là là, un parcours, je ne vous dis pas. Tenke Fungurum, les Chinois, ils ne donnent pas tellement. Hein, ils ne soutiennent pas ils ne sont pas investis dans... Bon, peut-être, Prof. Karine, Yves a dit seulement comme ça, cité seulement, c'était pour dire que est-ce qu'il n'y a pas moyen de coopérer aussi avec certaines entreprises ou grandes sociétés de la République démocratique du Congo, hein? Oui, c'est justement ça. Il y a Bralima, il y a Bracongo, il y a... Bon, Bralima c'est spécialisé seulement pour ce qui est musique, hein, puisqu'il lit un peu la musique avec, avec la bière. C'est rare pour la science. Non, pas vrai. Moi, je vous donne un exemple. Certainement que Madame Karine doit la connaître. Madame Ibebeke, elle est professeure à l'UPEN de chimie. Oui. Et elle travaille chez Régie des Eaux. Elle travaillait chez Régie des Eaux. Je crois qu'elle doit avoir pris sa retraite. Mais c'est vraiment un exemple où l'entreprise est impliquée aussi dans sa formation. Donc, les entreprises peuvent très bien vous accompagner dans votre bataille. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Là, on est en train avec quelques entreprises, justement pour les connexions Internet, etc. Là, maintenant, on est en train, parce que ça nous coûte cher, hein, on est en train d'établir des relations avec certains providers locaux. Mais les miniers, j'ai poursuivi les miniers, hein, je peux vous dire. J'ai poursuivi les miniers. En tout cas, il y avait une entreprise qui était très ouverte. Jusqu'au bout, j'ai écrit le projet, j'ai tout fait. Jusqu'au bout, le CEO était partant, tout. Je m'excuse de le dire. Hein. Ça peut peut-être décourager plusieurs, mais si on veut changer les choses dans notre pays, il faut quand même dire et dénoncer certaines choses. La personne qui m'a bloqué, c'était un Congolais. Ça ne m'étonne pas. Le CEO était d'accord, tout. J'étais en relation avec un Malien qui travaillait aussi il travaille encore, je ne sais plus. Qui travaillait pour ce groupe minier qui fait partie des 7 gros groupes miniers du Congo. Hein, c'est pour dire. Et la personne, après, où on m'a délégué à ce Congolais qui m'a fait tourner en bourrique, je peux vous le dire, m'a fait tourner en bourrique et qui a bloqué ce projet, c'est lui. Voilà, ça on comprend, on n'entre pas dans les détails, mais on comprend.
ça arrive souvent, hein, malheureusement, malheureusement. Alors, professeur Karine, on vous entendrait parler, on voit que vous faites beaucoup de choses. Est-ce que les universités ou surtout les jeunes étudiants savent votre travail ou savent où frapper pour entrer dans votre système de bourse? Oui, tout à fait. Nous sommes en relation, c'est-à-dire que derrière le programme de bourse, si vous voulez, il y a une ONG. C'est une ONG qui est reconnue maintenant, enfin maintenant, non, ça fait un moment quand même, qui est reconnue au Congo. D'accord, on a tous les statuts qui sont légaux, etc., au Congo. On a aussi cette ONG qui est reconnue en Allemagne. On a une ONG sœur ici en Suisse, qui est reconnue ici en Suisse, qui est aussi en relation avec ce programme de bourse. Et cette ONG et l'université de Würzburg aussi en Allemagne, qui porte aussi le projet, on a signé des accords de collaboration et de partenariat avec les 14 universités congolaises où le programme de bourse est présent. 14 universités congolaises dans 8 provinces. Alors, il y a des gens qui pensent que voilà, c'est un choix délibéré, nanana, des provinces, et puis nanana, et puis il y en a d'autres, soi-disant qu'on les discrimine. Donc, j'entends ce truc-là. Non, c'est juste historique. On s'est développé petit à petit et on a attendu que les universités viennent à nous parce qu'on veut que les universités soient partie prenante de ce projet, que les recteurs connaissent le projet, qui connaissent les boursiers qui sont impliqués dans les projets, que lorsqu'ils vont venir introduire leur dossier pour devenir professeur, que ça puisse passer parce qu'ils les connaissent. D'accord? Donc, on a ce partenariat avec ces universités. Donc, oui, ils les connaissent. Oui, je vais voir tous les recteurs quand les dossiers sont bloqués par je ne sais pas qui et que je vais me plaindre et que je ne trouve pas normal, quand c'est le meilleur de la faculté qui est sorti, mon boursier meilleur de la faculté, n'est pas nommé assistant alors qu'il y en a d'autres qui ne sont pas les meilleurs, mais qui sont nommés assistants, je ne suis pas d'accord avec ça, je vais voir le recteur. Donc oui, ils connaissent, ils sont partie prenante, ils apprécient. Il y en a d'autres qui font vraiment beaucoup d'efforts justement dans les nominations de ces boursiers pour pouvoir garder, en fait, c'est leur personnel, c'est leur université, c'est leur ressource. Donc, c'est pas ma ressource, c'est la ressource des universités. Donc ils ont intérêt à collaborer pour la promotion de leurs universités. Donc, il y a des universités où ça marche très bien, il y en a d'autres un peu moins, mais en général, voilà, ils connaissent les boursiers en tout cas. Voilà. Et ils sont très, il y en a qui sont vraiment très coopératifs, hein. Très, voilà, ils suivent les dossiers, ils les suivent, les nominations, etc. Ils encouragent, ils signent s'il y a des papiers à signer, s'il faut, voilà, que l'institution se porte garante pour un projet de recherche, etc. Ils signent. Ouais, non, il y en a vraiment qui sont très bien. Ouais. Yves. Oui, Madame Karine, juste une petite question. Comment la guerre actuelle affecte le programme de bourse avec les universités qui sont à l'Est? Oui, ouais, ça m'attriste beaucoup. Vraiment, ça m'attriste. Il y a beaucoup d'anxiété, hein. Il y a beaucoup d'anxiété de la part des boursiers. Surtout que dans certaines institutions maintenant, cette coalition-là, ils ont changé, hein, les comités de gestion. Donc, ce n'est pas des comités de gestion qui sont reconnus par l'enseignement supérieur universitaire
le ministère de Kinshasa, mais c'est eux qui les ont nommés. Alors, qui va délivrer les diplômes? Est-ce que c'est eux qui vont délivrer les diplômes? Mais ces diplômes, est-ce qu'ils vont être reconnus par qui? Déjà qu'on a du mal à faire reconnaître les diplômes congolais, vous voyez, on a du mal. Des fois, c'est reconnu, mais moi, il m'arrive très souvent de prendre mon téléphone, d'appeler les institutions à l'étranger pour dire non, vous savez, il fait partie de ce programme de bourse d'excellence, etc. J'ai quand même du crédit, oui, j'ai fait de la recherche en Suisse, donc ça donne du crédit, donc je ne dis pas n'importe quoi. Et voilà, et c'est quelqu'un que je connais, etc. J'écris des lettres de recommandation pour qu'il puisse être accepté. Alors maintenant, comment ces diplômes vont être reconnus? Si ça pose beaucoup de questions. L'argent est bloqué. Les banques ne fonctionnent pas. Donc, on est obligé de passer pour délivrer les bourses, on est obligé de passer par les M-Pesa, etc., Mobile Money. Mais là aussi, il y a des commissions, etc. Certains qui recevaient aussi une prime en tant qu'assistant en étant à l'étranger ne reçoivent plus ces primes, qui sont aussi des compléments à leur bourse, parce que ce que nous donnons, c'est vrai, ça leur permet de poursuivre des études, mais c'est quand même c'est le minimum, hein, c'est le minimum. Et avec le minimum, ils font vraiment le maximum. Donc, il y a beaucoup de ces questions, surtout avec ces diplômes maintenant, comment est-ce que ça va être reconnu? Ça, c'est un problème. Nous aussi, pour le recrutement, parce que moi, je voyageais dans ces régions, parce que les recrutements, c'est vraiment face à face. Hein. Ça, on les fait, les évaluations, on les fait face à face. C'est comme ça que ça fonctionne aussi, parce qu'il y a de la transparence, il y a la compétition, il n'y a pas, je ne sais pas qui m'a envoyé son frère ou sa sœur ou son neveu ou son enfant. Non, c'est nous qui recrutons face à face. Ça, c'est un problème. On peut le faire par Internet, parce qu'on a les salles, donc on peut aussi faire les recrutements par Internet. Il y a beaucoup de soutien moral maintenant, aujourd'hui, actuellement, parce que c'est un environnement très anxiogène, je peux dire, pour les boursiers, très anxiogène. Et puis aussi les voyages, ça devient un peu plus compliqué, parce que vous savez qu'ils ont bloqué tout ce qui est documents officiels. C'est ça aussi. Je sais. Donc, je ne sais pas. Est-ce que prenons par exemple. Vas-y. Il y a des projets qui sont bloqués aussi. Est-ce que vos projets qui sont bloqués, hein. Ils ont reçu peut-être des bourses de terrain pour effectuer des recherches de terrain, et puis ils ne peuvent plus accéder à ces terrains. Yves, tu voulais encore dire quelque chose, Yves? Non, je comprends. Est-ce que les bailleurs de fonds sont conscients de ces étudiants? Parce que c'est aussi une façon de bon, je ne dirais pas publicité, mais d'éveiller les consciences sur les affres que connaît le pays avec cette guerre. Alors, par exemple, je donne un exemple, l'université de Bukavu ou bien l'université de Goma, comme prenons s'il y a un étudiant qui devait voyager, ne sait pas voyager, que soit tenu informé de la situation aussi. Ah oui, c'est-à-dire que nous, oui, je disais qu'on reçoit de l'argent des Allemands, mais on reçoit aussi maintenant, ça fait depuis l'année passée, j'ai pu obtenir aussi de l'argent de la Fondation Roi Baudouin de Belgique. Et puis là, j'ai eu une conversation avec eux, et puis j'ai dû écrire un rapport sur l'argent qui était destiné à chaque boursier, par exemple, de l'Est, en leur disant, voilà l'état de la situation actuellement. Et il y a de l'argent qu'on n'a pas pu débloquer aussi, parce que la personne, il y a tout son projet qui est tombé. Oui, il y a tout son projet qui est tombé. Je dis, ben voilà, ça, c'est pas de l'argent qu'on a utilisé. Il y a de l'argent qu'on a dû réaffecter aussi pour d'autres, pour les sortir
à un moment donné de cet environnement-là, parce qu'il y a des gens qu'on a dû sortir de cet environnement. Donc, on a dû débloquer de l'argent, réaffecter. Donc, j'ai dû le justifier, parce qu'il faut toujours tout justifier. J'ai dû le justifier. Donc, j'ai discuté avec eux. J'ai dit, ben voilà, la situation est ça. Et on a dû faire ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Donc, ils sont courants. C'était très difficile aussi pour les boursiers, et c'est toujours, hein, je veux dire, les boursiers qui sont à l'étranger, qui ont de la famille sur place, très anxiogènes. On a dû faire beaucoup de support psychologique pour ces boursiers-là. Et on a aussi interpellé aussi leurs institutions, parce que vous savez que dans certaines institutions en Europe, etc., il y avait beaucoup de support pour tous les étudiants ukrainiens, par exemple. Il y a eu du support ukrainien. Il y a eu des cellules de psychologie, il y a eu des numéros de téléphone, il fallait appeler, mais les Congolais, à un moment donné, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, on a dû aussi interpeller avec les boursiers, moi-même, on a interpellé les institutions en disant, écoutez, il faut vous occuper aussi de ces étudiants-là. Nous aussi, nous sommes dans une situation de crise et de guerre qui dure depuis un moment. OK. On va un peu avancer. Cette question que je pose maintenant, je pouvais peut-être la poser bien avant. Même si vous aviez déjà, professeur Karine, vous avez déjà dit quelque chose à ce sujet, vous avez quand même été inspiré, ou bien vous avez eu la chance d'être dans une famille qui était plutôt scientifique entre guillemets, dans le sens que vous avez tout étudié, vous l'avez dit, avec la rigueur scientifique et ceux qui ont fait la science et science, et puis les autres aussi. Mais le travail que vous êtes en train de faire là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une personne ou un mentor qui vous a particulièrement inspiré dans votre parcours, d'abord comme femme scientifique, et puis comme travail pour les autres que vous êtes en train de faire, hein, puisque bon, ce n'est pas seulement scientifique ce que vous faites, mais c'est aussi un travail pour les autres, pour le bien-être des autres. Vous n'avez pas dit, moi je suis professeur, je fais ma thèse, et puis bon, je me contente de ça, et puis je ne m'occupe pas des autres. Est-ce que vous avez une personne qui vous a inspiré, un mentor dans ce sens-là? En fait, il faut savoir aussi, hein, ça c'est peut-être par rapport aux gens de la diaspora. Nous, quand nous sommes revenus en Suisse, mon père, il a fait sa thèse de doctorat en Suisse. Hein. Il a fait une thèse en économie sur les microcrédits. Donc, je me dis qu'il était très précurseur parce que après, bon, il y a quelqu'un, l'Indien, qui a eu le prix Nobel hein, sur les microcrédits. Mais mon père avait fait déjà une thèse sur les microcrédits. Mon père, quand nous sommes arrivés ici, son leitmotiv, c'était « Nous sommes ici pour un certain temps, après nous rentrons au Congo. » Je fais ma thèse de doctorat et puis après, nous rentrons au Congo. Donc, tout notre environnement était très congolais. C'est-à-dire que, voilà, notre maman elle nous parlait le lingala, on avait la musique congolaise, on mangeait congolais. Notre environnement, même si on évoluait à l'école suisse, etc., voilà, moi j'ai fait le conservatoire de musique classique au piano, mais sur le sport, etc. Wow. Oui, on avait... Mais ça, vous n'avez pas dit au départ. Bon, c'était une parenthèse vite fermée. Oui. Donc on avait cette connexion avec la Suisse parce que nous évoluions, mais notre environnement était très congolais. Donc, on a toujours eu ce viseur congolais, vous voyez. Et on avait aussi à la maison beaucoup d'étudiants congolais qui venaient, enfin, congolais africains en général,
qui venaient beaucoup à la maison, manger. Il y en avait qui étaient désargentés, qui venaient manger parce que là, ils pouvaient manger. Maman faisait à manger pour tous ses étudiants, etc. Et puis, rétrospectivement, je me dis, mais j'étais déjà dans cet esprit. Il y avait particulièrement un Congolais qui était à l'école polytechnique de Lausanne, qui faisait des études d'ingénierie, puis qui n'avait pas de bourse. Il n'avait pas de bourse. Et mon père est arrivé une fois et il a dit, ah, j'ai connu cet étudiant congolais, il ne mange qu'une banane par jour. Comme nourriture? Oui. Puisqu'il n'avait rien? Il n'avait rien. C'était dramatique. J'étais là, non mais c'est pas possible. Bon, mon père a fait des études chez les jésuites, hein. Donc un esprit très chrétien. Comme Yves aussi, comme Yves qui est là. Voilà. Donc, ça m'avait beaucoup choquée. Et à l'époque, j'avais fait une collecte d'argent dans mon école, au lycée, pour cet étudiant congolais. Donc, j'avais déjà commencé à cette époque-là. On avait fait des gâteaux avec mes collègues de l'école. On a vendu des gâteaux pour collecter de l'argent pour cet étudiant congolais. Et je me souviens qu'à l'époque, je lui ai envoyé tout cet argent. Et il m'avait écrit une très belle lettre de remerciement que j'ai jusqu'aujourd'hui. Et il y a 3 ans, il m'a retrouvée sur Facebook. Oh. Voilà. Et nous sommes en contact. Et donc il a évolué. C'était un étudiant de Bunia. Je me souviens, il venait de Bunia. Donc, vous voyez, j'étais déjà on était déjà dans cet esprit au niveau familial. Et j'ai toujours vu mes parents investis à apporter du soutien, de l'aide à beaucoup de monde. Pas seulement de la famille, mais aussi des gens en dehors de la famille. Donc, je crois que mes parents m'ont beaucoup inspirée par rapport à ça. Ma grand-mère maternelle aussi, elle m'a beaucoup inspirée par cet esprit d'entraide et de solidarité. C'est une dame qui était très aimante, entourée de beaucoup de personnes, et puis elle donnait beaucoup pour les autres. Et mon père a toujours dit, tu n'es jamais dans le tort quand tu te tiens à côté de l'autre. Une bonne citation. Hein. Voilà. Et l'autre de ces citations, c'est Dieu a fait l'homme à son image. Donc, regarde l'autre comme l'image de Dieu. Donc, j'ai un grand respect pour l'humain. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Il faut avoir du respect pour l'humain, puisque ce sont nos semblables, et être à leur service aussi. C'est vraiment fantastique. Alors, je vais vous montrer une image, et puis nous allons parler. Voilà un peu, vous reconnaissez cette belle dame-là. Voilà. Prof Karine, on a organisé une cérémonie, c'était au mois de mai, non, à Paris. Au mois de juin, oui. C'est au mois de juin ou au mois de mai? C'était au mois de juin. Ah, au mois de juin, oui. Le Lumumba Award. Et vous avez été récompensé pour ce que vous faites. Je crois que c'est souvent, hein, c'est l'ingratitude de cette vie. Les gens qui travaillent dans l'ombre, comme vous faites, sont rarement reconnus par les autres ou par la communauté, mais on vous a quand même découverte pour vous donner ce prix. Je n'aime pas les débats, c'est simple. Alors, comment avez-vous accueilli ce prix que vous a donné? C'était le prix d'honneur, hein, qui porte un grand scientifique. Donc, oui. Félix Malou Wakalenga, c'est le papa de Madame Raïssa, si jamais elle nous suit et que je salue, puisqu'on se connaît. Son papa, quand moi j'étais
à l'université. Ça, c'est une petite histoire que je raconte comme ça. Le professeur Malou Kalenga. Et à la pause, à 13h, moi, j'allais à la messe. Moi, je faisais les sciences économiques à l'époque. Et je vois une personne qui, je me dis, mais ça, ça doit être un prêtre ou un religieux. Et puis, on me dit, c'est lui le professeur Malou. Nous, on attendait parler par le professeur Malou qui s'occupait des centres nucléaires. C'était un homme très humble, mais un grand scientifique. Donc, je suis content que vous puissiez recevoir ces prix, donc dédiés à disons, à l'honneur de ces prix, une reconnaissance des gens de la diaspora. Hein, l'impact ces prix peut-il avoir pour vous-même d'abord, et pour ce que vous faites, et pour la République démocratique du Congo? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'étais très touchée, en fait, par ce prix. C'est une première édition hein, que les organisateurs ont fait. Écoutez, déjà, très honorée du fait que c'est le prix d'honneur voilà, d'un grand nom de la science au Congo, pas seulement au Congo, mais aussi au niveau international. Parce qu'on a connu les physiciens scientifiques nucléaires grâce au professeur Malou du Congo. Donc, c'était un honneur pour moi. J'étais très touchée par ça. Et puis aussi touchée du fait que c'est une reconnaissance des compatriotes, en fait. Des compatriotes en mettant en lumière un travail de longue haleine, un travail où les résultats ne se voient pas tout de suite, mais qui vont se voir aussi dans des générations à venir. Voilà, moi, je n'ai pas construit un bâtiment qu'on va voir aujourd'hui. Je n'ai pas fait une chanson. Voilà, je n'ai pas inventé une danse quelconque, mais c'est un travail en profondeur de changement. On dit toujours un arbre qui pousse, enfin une forêt qui pousse, on ne la voit pas pousser. Mais un jour, il y a arbre qui tombe. Il y a une forêt. Et c'est un peu ça. Et je trouvais c'était vraiment un honneur de pouvoir récompenser ce travail à travers moi. Et aussi toutes les personnes qui font ce genre de travail, qui ne se voient pas tout de suite, mais qui aura un impact sur différentes générations. Ça m'a beaucoup touchée. Et puis aussi de mettre la science en disant qu'au Congo, nous avons besoin de scientifiques, nous avons besoin de femmes scientifiques et on a besoin de la science, de l'éducation pour construire le pays. Et ça, de mettre ça au centre, j'ai trouvé ça vraiment très important. Parce qu'aussi, pendant la cérémonie, je vais vous dire, pendant la cérémonie, bon, c'était pas l'organisateur avec qui j'ai beaucoup discuté, on est toujours en contact. Voilà, je lui ai dit aussi que je pouvais m'impliquer aussi pour les aider un peu plus pour les éditions qui vont venir, et j'espère que ça va continuer. Mais il y avait ces présentateurs qui étaient là, voilà, qui faisaient leur job, qui tout. À un moment donné, voilà, on appelle des chanteurs, des sportifs, etc., des danseuses, on les récompense, des maquilleuses, c'est très bien, hein, je veux dire, c'est très bien, c'est des talents congolais. On peut parler du Congo à travers le sport, on peut parler du Congo à travers la danse, la musique, etc. Et ça, c'est très bien, ça représente le Congo. Je suis tout à fait d'accord. Mais à un moment donné, ces présentateurs ont donné la parole à ces sportifs, danseurs, etc. Et puis moi, ils ne voulaient pas me donner la parole. Parce qu'on n'avait plus le temps et qu'on avançait dans le temps. Non, on n'a plus le temps. Nanana. J'ai dit non. Je suis ici, on m'a récompensé et je dois parler. Je dois parler de l'importance de l'éducation. Je dois parler de l'importance de la science. Je dois parler
des jeunes Congolais qui sont scientifiques, qui sont partout dans le monde, pas seulement dans mon programme, mais tous ceux qui sont partout dans le monde, qui représentent le Congo. Le Congo a besoin d'une bonne représentation aujourd'hui. Et ça peut se faire par la science et l'éducation. Tous ces scientifiques peuvent être des diplomates, des ambassadeurs du Congo. On doit faire cette diplomatie scientifique aujourd'hui. Les autres l'ont fait, hein, les voisins là, ils l'ont fait. Hein. Ils se sont introduits dans plein d'institutions, surtout les américaines. Hein. Donc, ils ont occupé la place, ils sont occupés, ils ont fait entendre leur voix. Nous pouvons aussi le faire. Et c'est pour ça que c'est important de parler. Donc, j'ai pris le micro, j'ai parlé, ils m'ont dit vite. Mais j'ai quand même parlé de l'importance de l'éducation. Et c'était bien parce qu'après, en sortant, il y a des compatriotes qui m'ont remercié, qui m'ont félicité d'avoir pris la parole et d'avoir recentré, en fait, qu'est-ce que représentait ce prix. Et puis aussi d'entendre d'autres journalistes qui m'ont interviewé pour parler de l'éducation et de la science au Congo. Donc, très positif. Ok. Alors, merci beaucoup. Alors, quand vous voyez maintenant un peu le corps professoral, pas seulement ce que vous formez ou ce que vous soutenez pour arriver à devenir enseignant universitaire, quelle avancée trouvez-vous que c'est envisageable pour, par exemple, le corps enseignant en République démocratique du Congo? Écoutez, on est dans un... moi, je milite. J'ai beaucoup de respect pour mes collègues et puis les aînés. Je veux dire qu'ils sont quand même passés par des phases qui étaient très difficiles. Hein. Je veux dire, moi, je n'ai pas fait mes études au Congo, mais je sais les phases par lesquelles ils sont passés. C'est très difficile. Je veux dire, quand, après l'indépendance, bon, il y avait eu des bourses, hein, du maréchal Mobutu, il y a eu des bourses. Mais à un moment donné, pour arrêter la contestation sur la colline inspirée, il a coupé tout ça. Il y a eu des coupures de budget. C'est là qu'on a commencé à parler de la clochardisation des professeurs d'université. Il y avait des professeurs qui vendaient au marché, etc. C'était terrible. C'était terrible. Il y a eu beaucoup de souffrance. Et ces personnes ont quand même essayé de maintenir cette université. Et les institutions, il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses, mais on ne peut pas tout dire qu'aujourd'hui que c'est mauvais. Moi, je suis contre cet état de fait. Il faut vraiment faire la différence. Et il y a des bons professeurs, très bons professeurs, excellents. Il y en a d'autres qui sont mauvais. Mais là où nous devons vraiment faire des efforts, c'est dépolitiser les institutions. La politisation des institutions a fait beaucoup de mal et continue à faire beaucoup de mal dans nos institutions. On doit dépolitiser. Et puis, il y a des professeurs qui ont fait leur temps, qui ont fait leur engagement à un moment donné. Je pense qu'il faut aussi les remercier pour cet engagement-là et vraiment élever une nouvelle génération de professeurs. D'accord ? Ça, élever une nouvelle génération de professeurs. C'est pour ça que je milite beaucoup. J'ai écrit des projets que j'ai déposés sur le bureau des différents ministres de l'éducation, ministère du plan, enfin bref, pour avoir un programme jeunes chercheurs dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui l'ont fait. Nous sommes dans une pénurie, en fait, de professeurs. Vous savez qu'au Congo, en tout cas en 2022, c'était les chiffres de 2022, il y avait 3501 professeurs dans les universités congolaises. C'est-à-dire c'est un professeur pour 228 étudiants.
Le standard de l'UNESCO, c'est un professeur pour 25 étudiants. Un professeur pour 25 étudiants. Nous, on a un professeur pour 228 étudiants. Donc, si on fait le calcul, c'est-à-dire que pour atteindre ce standard, c'est un standard. Ça veut dire qu'on peut l'atteindre ou pas l'atteindre, mais c'est juste pour voir la dimension dans laquelle on est. Pour atteindre ce standard, il nous faut 33 000 professeurs aujourd'hui au Congo. On est à 3 000. Vous voyez? Donc, il nous manque des professeurs. Et pour dynamiser nos universités et la recherche, ben, il faut attirer les gens. Il faut attirer les gens. Mais attirer, ça veut dire qu'il faut y mettre les moyens. Il faut leur donner aussi les conditions. Moi, je suis contre de dire aux gens, venez ici, venez seulement souffrir ici. Oui, on peut le faire. On peut construire. Mes boursiers le font. Ils sont investis, ils viennent là, ils construisent et tout ça. Mais si on veut attirer plus de monde, parce qu'il y a tellement de Congolais à l'extérieur du pays qui sont magnifiques, qui font des choses incroyables. Chaque jour, j'en découvre. Il faut attirer ces talents. Il faut leur donner les moyens de travailler. Et même certains ne demandent même pas beaucoup. Et ils vont le faire. Moi, je connais des médecins ici en Suisse, congolais, des chirurgiens, etc., qui viennent au Congo faire du bénévolat. Ils font du bénévolat. Ils ne sont pas payés, ils prennent sur leurs vacances, c'est leur argent, c'est leur argent familial, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui ne rentre pas dans la poche de leur famille. Leurs enfants sont impactés par rapport à ça. Ils ne voient pas leurs enfants parce qu'ils prennent les vacances pour aller au Congo, pour opérer, pour faire ceci, cela. Ils le font déjà. Et ça, on doit l'organiser, c'est attirer ces talents pour dynamiser nos institutions, dépolitiser, mettre un système de retraite aussi pour les professeurs, ceux qui se sont engagés et puis qui ont fait leur temps. Parce qu'il y a des professeurs aujourd'hui qui ont 70 ans, qui n'arrivent pas à assurer 1 heure de cours parce qu'ils sont trop fatigués, et puis après qui délèguent des cours à des assistants qui ne sont pas compétents. Donc, c'est pas Merci, prof. Merci. Yves a une question là. Yves. Non, c'était plutôt un commentaire, parce que c'est bien beau de vouloir rentrer. Elle a si bien dit. Mais le problème qu'il y a, c'est que tu rentres pour quoi faire, ou bien va-t-on te prendre à ta juste valeur. Et la plupart des membres de la diaspora, parce qu'il y a une chose qu'il faut aussi mettre en exergue, c'est que notre diaspora, elle est plurielle. Il y a la diaspora intellectuelle, il y a la diaspora moyenne, et il y a la diaspora, entre guillemets, de véritables Congolais, quoi. Et moi, je vois très difficilement une personne qui a passé son temps à être mise à l'exergue à l'université comme étant le seul noir de la faculté, descendre à Kinshasa pour qu'on le maltraite, ou bien qu'on n'apprécie pas son talent, et c'est compliqué. Il faut qu'on donne en espagnol on dit incentives, des incitations. Des incitations à vouloir rentrer. C'est ce qui manque. Ben, l'une des choses aussi bon, je ne sais pas j'ouvre seulement une parenthèse, mais Madame Karine, que pensez-vous du problème de la double nationalité et de notre représentation diplomatique? Parce que quelque part, la plupart des professionnels congolais, quand il arrive le moment de vouloir rentrer au pays, d'abord, quand ils travaillent en Occident, pour le simple fait de ne pas avoir le passeport national, on vous limite certaines positions. Donc, on vous pousse quelque part à changer de nationalité. Or, chez nous, la nationalité une est indivisible. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ce qu'il faut savoir aussi avec la nationalité, alors les Congolais
ils sont contre la modification de la Constitution, mais il faut changer la Constitution, hein, pour avoir la double nationalité. Donc, le changement de la Constitution, c'est pas seulement une histoire de mandat électoral qui doit durer, etc. Il y a aussi des choses qu'on peut changer dans la Constitution. Dans la double quelques articles alors. Ben oui. Donc, moi, je suis... De toute façon, au Congo, il y a plein de gens qui ont des doubles nationalités qui travaillent quand même au Congo. Il ne faut pas se le... Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut dire la vérité, même dans le gouvernement. Non, il faut cesser d'être tricheur. Justement, madame, il faut cesser d'être tricheur. La loi est laissée qu'elle est, mais bon, on connaît tous qu'il y a ce genre de personnes bien sûr. Détenant un passeport. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Donc, à un moment donné, il faut arrêter cette hypocrisie. Et puis, moi, je suis pour la double nationalité. Je veux dire, à un moment donné, quand vous voyez des enfants qui sont nés en Europe, qui sont en train de manifester contre la guerre au Congo, ces enfants-là, pourquoi vous allez leur priver de leur nationalité et de ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux? Leur bagage culturel, justement, c'est ça. Moi, je donne Madame Karine, je donne l'exemple de cette hypocrisie dont on fait mention ici. On ferme les yeux pour certains cas ou pour certains et pas pour les autres. Alors que tout le monde sait qu'il y a deux nationalités, même au gouvernement, parmi les politiciens, ainsi de suite. Pas seulement ça, footballistique aussi, de football. Moi, je suis un grand fan de foot, je ne suis pas contre. On fait jouer des jeunes gens qui n'ont pas la nationalité congolaise, qui jouent à l'équipe nationale, qui sont nés ici, qui ont la nationalité belge, française, britannique. On les prend puisqu'on a besoin d'eux, mais ils n'ont pas la nationalité. Donc, c'est contre même la Constitution. Là, on ferme les yeux. C'est quand même un problème délicat qu'on régularise cette histoire de double nationalité, puisque c'est plus bénéfique au pays que le contraire. Ah, bien sûr, c'est bénéfique au pays. Moi, je vois ici en Suisse où les gens ont des doubles, triples nationalités, c'est égal. Mais moi, quand je vois surtout tous ces jeunes qui se sentent tellement congolais dans leur expression aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe au Congo, comment vous pouvez justifier leur couper les pieds par rapport à cet attachement de leurs ancêtres qui sont du Congo? La question d'origine, c'est par rapport aux ancêtres, la question d'origine. C'est par rapport aux ancêtres. Si vous avez vos ancêtres au Congo, vous êtes Congolais. Vous êtes Congolais. Voilà, donc au lieu de tripoter la Constitution pour d'autres buts, il faut certains articles, on devrait les adapter puisque des raisons qu'on donnait avant, on peut toujours essayer de les dépasser. Alors, revenons un peu à vous, professeur Karine. Vous faites déjà un beau travail, vous menez déjà une belle activité dans ce que vous faites pour votre pays, la République démocratique du Congo, pour la jeunesse et surtout puisque l'université, c'est la jeunesse, comme on dit. Education is the key, c'est la clé de la vie, l'éducation. Ça demande beaucoup de sacrifices et d'abnégation aussi, puisque ce n'est pas tout le monde d'abord qui va à l'université. Le monde d'élite, c'est toujours la minorité, mais c'est elle qui dirige souvent la vie. Alors, à part ce que vous faites déjà du bien, avez-vous encore des idées ou des projets nouveaux que vous aimeriez développer dans le futur ou prochainement? Oui, effectivement, moi j'ai pas mal de projets. Je veux dire, à côté du programme de bourse, j'ai aussi pas mal d'autres projets. J'ai des projets aussi d'incubateurs et puis d'innovation dans l'agribusiness. Aussi avec mes sœurs et puis avec des jeunes Congolais. Donc ça, c'est à Mbuji-Mayi. Nous avons beaucoup travaillé depuis plusieurs années maintenant. On aimerait mettre un produit en fait sur le marché
qui va beaucoup aider les éleveurs hein, d'animaux, etc. C'est un produit qu'on aimerait mettre sur le marché, mais qui est déjà dans un état bien avancé. Et puis là, en fait, on cherche des financements pour continuer les développements, parce que là, c'est aussi des développements scientifiques qui sont assez intéressants. Moi qui suis dans les produits naturels, c'est l'utilisation de toutes les ressources naturelles qu'on a au Congo. Et ça, c'est très intéressant. Donc là, on est en train de chercher des financements maintenant pour le développement de ce produit. Donc ça, c'est ça dans lequel je suis très impliquée. Je suis aussi impliquée dans d'autres projets au niveau de centres de recherche qu'on est aussi en train maintenant d'organiser et puis après pour trouver les financements. Donc là, je suis dans ça. Je suis aussi dans une initiative citoyenne pour la paix dans notre pays. Mais là, nous sommes en discussion aussi avec la Synco. Donc, je ne vais pas en parler ici parce que sinon, pour l'instant, mais nous sommes en discussion aussi avec la Synco par rapport à ça. Mais c'est une belle initiative des citoyens congolais lambda, vraiment, des gens que j'ai connus, que je ne connaissais pas avant. Et une belle initiative aussi pour la paix. Donc voilà, en tout cas, ça, c'est les initiatives qui me portent en ce moment. Ça fait déjà pas mal. Et puis la famille, quoi. Ah, voilà. Oui, magnifique, magnifique. Et donc, le présent est là, le futur est déjà là aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et je crois que nous vous avons pris quand même suffisamment de temps. Nous allons commencer à amorcer la descente avec de petites questions comme notre Patricia n'est pas là. Nous allons quand même poser sa question qu'elle aime poser à nos invités et Yves aussi. Peut-être on commence par Yves qui est là. Hein? Yves, ta petite question avant celle de Patricia. Yves? Oui. Ouais, je voulais savoir, bon, c'est pas une question, c'est pas l'une de mes questions d'abord. Vous êtes mère de famille? Oui. Oh, d'accord. Maman poule ou maman marteau? Ça se voit que c'est une lanceuse de moi, je crois beaucoup au cœur. D'accord. Les gens que je rencontre autour de moi, où je vois qu'il y a une certaine dureté, une certaine ou instabilité, manque de confiance, etc., je dis c'est parce qu'ils n'ont pas été entourés d'amour. Ça, c'est bon. On ne leur a pas montré cet amour et puis aussi à être connectés à leurs émotions et à les exprimer. Et donc, je crois beaucoup la transformation par l'amour. D'accord. Donc, c'est difficile d'être marteau, mais je suis très exigeante. Hein, je ne vais pas dire, je suis très exigeante sur l'éducation, sur les bonnes manières, sur la politesse, sur la propreté, le rangement de la chambre. Voilà. C'est normal pour une maman. Voilà. Donc, maman chérie. Comment? Donc, maman shérif. Shérif, non, je ne dirais pas shérif parce que en tant que scientifique, je pense qu'il faut laisser un espace de désordre. De désordre qui permet aussi de construire dans le désordre. Je ne sais pas, vous êtes scientifique, non? Donc, vous allez comprendre ça. Le chaos organisé. Une espèce d'entropie oui. dans la... Oui, je comprends. Voilà. Donc, je comprends. Je laisse quand même cet espace-là. Voilà. Alors, Yves, je crois que... Ici, vous avez la deuxième question est la dernière.
si vous étiez une chanson, entre, voyons voir, phrase de Papa Wemba et Likambo Nangana Papa. Ah, moi j'aime beaucoup la chanson de Papa Wemba, Emene. Hein. J'adore. D'accord. Ok. Alors, je vous ai posé la question. Ce cri de douleur à son ami. J'adore cette chanson. Ouais. Je vous ai posé la question par rapport au fait que j'ai très vite senti que vous étiez une fille à papa. Je vous ai posé la question de Likambo Nangana à papa, ou bien si vous êtes une grande amoureuse et vous préférez la chanson phrase de Papa Wemba. C'est vrai que notre père, alors c'est rigolo parce que notre père était très féminin. Je veux dire, celle qui punissait, c'était maman. Hein. Et puis, notre père était une personne très sensible, très aimé des femmes, très entouré de femmes, etc. Fille à papa, non, en même temps, il était très exigeant, hein. Très, très exigeant, très à la performance, à l'excellence, etc. Donc, fille à papa... Non, pas très gâté, hein, parce que vous savez, justement, mon père venait d'une famille extrêmement pauvre, hein, extrêmement pauvre. Sa maman était paralysée à un moment donné, donc il a eu la chance d'avoir cette intelligence et puis d'être repéré en fait par les jésuites qui lui ont donné cette chance de pouvoir étudier. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui a connu cette chance et cette élévation par l'éducation. Donc, pour lui aussi, l'éducation était très importante. Et puis, même quand on était en Suisse, vous savez, il était très connecté avec sa famille et il nous disait, quand on lui disait, oui, j'aimerais avoir des patins en roulette ou je ne sais pas quoi, il disait, travaille à l'école. Un jour, tu vas te les payer toi-même. Moi, j'ai ma famille, je dois m'occuper. C'est dur, hein? C'est dur. Mais ça formait la tête. Ça nous a formés. Ça forge le caractère. C'est quand même dur pour les enfants, pour un enfant d'entendre ça. Donc, fille à papa, non. Voilà. Alors, Yves a sa réponse. Alors, ce sont des petites questions. Je suis des petites réponses. Alors, on fait parvenir deux petites questions aussi de Patricia, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Si vous devriez choisir une citation qui vous inspire profondément, laquelle serait-ce? Laquelle serait? Je pense que c'est celle qui m'accompagne toujours de Maya Angelou, l'écrivaine nord-américaine, qui disait en français, « Si tu n'aimes pas quelque chose, change-le. Si tu ne peux pas le changer, change ton attitude. » Magnifique, magnifique. Alors, une deuxième petite question. Et si vous étiez un auteur ou une artiste, qui seriez-vous? Une artiste. Mais je serais Jean-Sébastien Bach. Je serais Jean-Sébastien Bach. C'est clair. Je suis une musicienne classique. Autant j'adore la musique congolaise, je l'adore, je l'écoute, je l'écoutais toute mon enfance, j'ai été baignée là-dedans, mais j'ai aussi été baignée dans la musique classique, dans le piano classique, et voilà, le génie de Bach, c'est incroyable, c'est incroyable, et c'est pas du tout un compositeur austère, hein, comme on l'entend. Il y a beaucoup du swing dans Bach. Il y a du swing. Et vous savez danser les swings?
Non, je ne sais pas danser le swing. Voilà. Alors, merci beaucoup, hein, professeur. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup pour petite question de notre Yves et aussi de Patricia. Moi, je n'ai pas de petites questions, je vous laisse plutôt d'abord dans les monologues puisqu'on va finir. Moi, c'est les monologues qu'on appelle miroir. Je crois que vous vous rappelez déjà un peu, vous allez encore le faire, le miroir. Alors, vous allez monologuer, hein, c'est professeur Karine Njoko qui parle à la professeure Karine Njoko. Premier point, qualité. Vous allez parler de vos qualités au professeur Karine Njoko. Deuxièmement, vous allez parler de vos défauts au professeur Karine Njoko. Et puis, en dernier lieu, vous allez donner des conseils au professeur Karine Njoko. C'est le moment de monologue et nous, on ne va pas intervenir, on va vous laisser seul devant. Il ne faut pas avoir peur. Hein. On va vous laisser seul devant l'écran et vous allez monologuer, puis nous allons revenir, on va vous donner la dernière parole et puis nous allons finir l'émission tout en vous remerciant déjà de votre temps que vous nous aviez donné. Alors, Yves et moi, nous vous laissons l'écran et puis on vous écoute. Miroir, miroir, qui suis-je? Miroir, miroir. Alors, les qualités de Karine Njoko, la persévérance, la curiosité et la compréhension. Je crois. J'ai beaucoup de compréhension pour les gens. À ne pas les juger tout de suite d'emblée, mais essayer de comprendre ce qu'il y a derrière la personne. Et derrière les mots qui sont dits, derrière les attitudes, j'essaie de comprendre. Voilà. Les défauts, quels sont les défauts? Peut-être qu'il faudrait prendre un peu plus de repos. Oui, un peu plus de repos, de temps de repos, et puis ne pas toujours être dans l'action, beaucoup d'action. Et peut-être de un peu plus penser à soi qu'aux autres. Ça serait pas mal. Ça pourrait recharger un peu les batteries. Voilà. Sinon, des conseils. Les conseils. Peut-être essayer de demander un peu plus d'aide. Ne pas toujours tout endosser. Demander de l'aide, oui. Ne pas hésiter à demander de l'aide à certaines personnes. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Sinon, autre conseil, j'en ai pas d'autres, je crois. Merci beaucoup pour ces monologues, professeur Karine. On vous a suivi, mais on ne peut pas intervenir, on ne peut pas poser des questions puisque c'est un monologue. Alors, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez donné. Et merci. Je crois que nous, comme d'habitude, on vous a bien traité. Yves a été gentil. Il n'y a pas de... En tout cas, merci beaucoup. Alors, vous faites un beau travail et nous ne pouvons pas quand même vous laisser partir comme ça sans vous donner un dernier mot de la fin, afin d'abord de récapituler un peu ce que vous faites et surtout donner des conseils aux gens de sciences que vous essayez d'encadrer et à la jeunesse congolaise et peut-être une exhortation aussi aux autorités du pays pour ces domaines de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous avez le dernier mot, professeur. Mais merci beaucoup. Moi, je vous remercie beaucoup de cette opportunité que vous m'avez donnée d'aujourd'hui d'échanger avec vous, d'échanger avec les compatriotes aussi et d'échanger autour de l'éducation.
Je pense que ce que je voulais montrer, c'est aussi l'implication de la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora peut faire pour notre pays? Qu'est-ce que la diaspora peut emmener? Donc voilà, moi je partage mon expérience. Ça peut aussi inspirer d'autres personnes à s'impliquer, à s'engager. Je n'incite personne à quitter son travail comme je l'ai fait à l'Université de Genève et de s'engager complètement. Moi, c'était des circonstances, c'était des choses qui s'alignaient, des planètes qui s'alignaient, tout s'alignait bien et ça me parlait. Donc, je me suis engagée dans ce sens-là. Mais il y a des choses que nous pouvons faire. Et ce n'est pas forcément des choses que, comment dire, qui impliquent de l'argent, mais c'est aussi le partage des connaissances, le partage d'expériences, du mentorat par rapport aux jeunes de notre pays. Donc, on peut faire énormément de choses, même à distance. Et aujourd'hui, avec les connexions, on peut vraiment le faire. Donc, j'incite quand même beaucoup les personnes de la diaspora à s'impliquer dans ce sens. Et puis, les autorités, oui, moi, je n'arrête pas de parler de ce que je fais, de montrer tous ces jeunes comme ils sont magnifiques, comme ils avancent, comme ils sont appréciés aussi à l'extérieur. C'est aussi ça. Donc, ils véhiculent une belle image du Congo, une diplomatie scientifique qui est là, qui est magnifique. Et ça aussi, c'est une image de notre pays. On doit investir dans ça. On doit investir. J'adore nos musiciens, j'adore nos danseurs et tout ça. Très bien. Mais on doit aussi investir dans une diplomatie scientifique. Et ça, c'est nos jeunes qui peuvent le porter partout où ils sont. Et nos autorités doivent investir dans les jeunes. Moi, je parle de l'éducation supérieure parce que c'est ce que je fais, mais je suis aussi... je suis aussi en train de promouvoir l'éducation professionnelle. On a besoin de professionnels dans le pays. Il faut aussi parler de la promotion de l'éducation professionnelle parce que tout le monde ne peut pas aller à l'université. Ce n'est pas une question de capacité ou quoi que ce soit, mais des fois, ce n'est pas pertinent. On n'a pas besoin de tous aller à l'université. On a besoin aussi des professionnels. Donc, il faut aussi s'impliquer. Je veux dire, on a 66% de jeunes de moins de 24 ans. Je veux dire, en Suisse, c'est 25% de jeunes de moins de 24 ans. C'est une richesse énorme. En Europe, les populations vieillissent. En Afrique, on a tous ces jeunes. Il faut en faire quelque chose. Il faut leur donner de l'éducation. Il faut leur donner des perspectives. Et nous tous, nous devons promouvoir l'éducation. Il n'y a pas que les autorités, mais nous tous. Parce que j'ai des fois l'impression que les Africains ne valorisent pas assez la science, ne valorisent pas assez les scientifiques. On parle beaucoup des politiciens. Je ne sais pas combien de personnes vous avez aujourd'hui qui suivent ça. Parce que les gens vont suivre quand il y aura un politicien. Je suis désolée. Les gens vont suivre quand il y aura un politicien qui va parler de politique. Mais pour la science, il n'y a pas. Les gens ne suivent pas. Et pourtant, on doit valoriser ça. Parce que c'est ça qui va nous mener à sauter, en fait, dans la 4e révolution industrielle. C'est la science qui va nous faire sauter. Ce n'est pas les politiciens. C'est les décisions politiques, oui, mais vis-à-vis du développement de la science et de l'encadrement de nos jeunes. Voilà, c'est ça ce que je voudrais dire. Voilà, merci beaucoup, professeur Karine Njoko. C'est comme je disais, je crois que quand on avait fait, je ne sais pas si c'était Space ou bien une autre émission, hein, Njoko, Bojoko, c'est un peu... Oui, c'est la même chose. Il y a quelque chose de commun. Oui, nous sommes connectés. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous dites aussi, surtout pour la réflexion que vous faites, mais il ne faut pas oublier malheureusement que c'est une réalité. L'élite
l'élite universitaire est toujours minoritaire par rapport à la masse, malheureusement, et ça se voit aussi dans la société. Quand on fait quelque chose de science, il y a peu de gens. Quand on fait la musique, les salles sont pleines. Malheureusement, c'est une réalité que nous devons assumer. En tout cas, un grand merci, professeur Karine Njoko, pour votre partage, votre sincérité et votre inspiration, ce que vous faites, puisque vous faites beaucoup. La RDC vous doit beaucoup. Et nous, on reconnaît ce que vous faites, et c'est comme ça d'ailleurs que nous vous avons encore invité. Et j'ai même insisté pour que vous puissiez en parler, puisque c'est très important votre travail. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès pour la suite, et ça ne sera pas la dernière fois. On vous invitera encore pour parler de ce que vous faites, et disons, de l'avenir de la jeunesse en République démocratique du Congo. Un grand merci aussi à toutes les... Nobel de sciences. Voilà, oui, c'est vrai. Merci beaucoup à toute l'équipe du Dialogue avec Yves qui était présent sur le plateau aujourd'hui. Nous remercions aussi ceux et celles qui ne sont pas là. On remercie Patricia qui a été absente aujourd'hui. On remercie aussi le professeur Alfred Echango qui n'est pas là. Nous n'allons pas oublier notre graphiste Abou depuis l'Afrique du Sud. Et un grand merci aux gens qui nous ont suivis. Ils étaient quand même nombreux, professeur Karine, à nous suivre. Ok, c'est bien. À travers les différentes plateformes, à travers Facebook, à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Instagram, à travers aussi TikTok. Et donc, on leur dit un grand merci. Donc, il y a aussi d'autres téléspectateurs directs qui m'entourent ici. Ils sont là, je les salue, qui ont suivi l'émission un peu au studio, au room. Et donc, cette émission sera encore rediffusée demain au cours de la journée pour ceux qui ne nous ont pas suivis. Pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous, nous vous souhaitons une bonne soirée. Les autres qui doivent encore parcourir leur journée, nous leur souhaitons une bonne journée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour notre édition avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci, professeur. Merci. Au revoir.